Nous passons maintenant au débat avec les partenaires sociaux. Alors, il y aura 3 débats différents d'une trentaine de minutes à chaque fois, avec 3 représentants des syndicats et 3 représentants des employeurs à chaque fois. Pour participer à ce premier débat, nous avons autour de la table M. Olivier Valentin de l'ACLVB-CGSLB, Michael de Goos de l'Unisoc, Danny Van Assen, Unizo. Oké, Danny Van Assen, Unizo. Oké, dus wacht even. Dat had gekund. Sorry. Van een andere vakbond. Wacht even, hè. Eenheidsvakbond. Meneer Leemans. Ja, dat ben ik nog altijd. Monsieur Leemans de la CSC, Thierry Botson de la FGTB et Peter Timmermans de la FEB. Ce débat va essayer peut-être de revenir de façon générale sur les présentations qui ont été faites ce matin. Il y a eu toute une série de thèmes qui ont été abordés. Je vais peut-être poser une question de manière très générale. Quels sont, selon vous, les principaux résultats de ces groupes de travail thématiques? Qu'est-ce qui vous saute le plus aux yeux? Quels sont les principaux défis en ce qui concerne le travail des personnes qui viennent en dehors de l'UE? Est-ce que je peux donner la parole à tout le monde? Meneer Timmermans, ja. Monsieur Timmermans. Les principaux défis, selon moi, c'est que nous avons une inadéquation triple sur le marché du travail, quantité, qualité et géographie. Donc une triple inadéquation, on le dit depuis longtemps, et si nous n'y faisons rien, eh bien même sur ce thème, nous allons toujours avoir un problème. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Eh bien, il y a une différence entre l'offre et la demande en nombre, en qualité, formation, disponibilité sur le marché de l'emploi, et il y a aussi une différence entre les régions et les sous-régions. Là, moins de disponibilité, ici, plus de disponibilité et inversement. Et cela s'applique également au thème d'aujourd'hui. Alors, il y a une autre conclusion générale, à savoir qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de règles au niveau fédéral, régional, et en fin de compte, plus personne ne sait vers où il faut y aller. Et les entreprises ne savent absolument plus quelles sont les règles qu'elles doivent appliquer. Parfois, il y a même des contradictions. Donc, ça ne favorise pas le bon fonctionnement du marché du travail. Donc, c'est plutôt un constat pessimiste que vous posez là. C'est comme ça que vous voyez les choses. Moi, je trouve que c'est un constat réaliste plutôt que pessimiste. Je vois les faits tels qu'ils le sont, et donc il faut y apporter des réponses. Et je pense que le fonctionnement du marché du travail pourrait s'améliorer, et ça permettrait d'augmenter le taux d'activité, le taux d'emploi. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les éventuelles solutions. Puisqu'on va revenir en détail par la suite, peut-être... Moi, ce que je retiendrai, c'est, pour commencer un tout petit peu comme Peter, il y a en effet toute une série de réglementations qui existent, de choses qui existent. C'est une matière qui est compliquée puisque systématiquement, en tout cas fréquemment, il y a différents niveaux de pouvoir qui sont impactés. Ce qui est transversal, c'est en fait qu'on peut avoir les meilleures réglementations du monde à partir du moment où derrière, de façon beaucoup plus pratique peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de les mettre correctement en œuvre, c'est là qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Soit parce qu'il y a peu ou pas assez de relations entre les différents niveaux de pouvoir, entre les régions, entre le fédéral et le fédéré, etc. Soit parce qu'il manque de personnel pour faire un certain nombre de contrôles, soit parce qu'on ne traduit pas suffisamment rapidement ou de façon suffisamment claire des réglementations générales pour les mettre en application, soit dans les secteurs, soit dans les entreprises. Donc c'est plutôt cet aspect-là des choses, moi, qui me paraissait
assez évident d'un point de vue transversal, c'est comment traduire des règles générales en expressions beaucoup plus concrètes sur le terrain. Ce qui me saute aux yeux, surtout, c'est que lorsque nous regardons le taux d'emploi des personnes qui viennent d'en dehors de l'UE, eh bien souvent, on réfléchit en termes de discrimination. J'ai entendu M. Clairfailly dire tantôt que cette conférence sur l'emploi portait sur la discrimination. Bon, est-ce qu'il y a de la discrimination? Oui, en effet, et il faut s'y atteler, mais ce n'est qu'une partie du phénomène, une partie limitée selon moi, une partie limitée de la problématique, à savoir que le taux d'emploi est beaucoup trop faible parmi les personnes qui viennent d'en dehors de l'UE. Lorsque l'on regarde la discrimination, eh bien, par exemple, cette semaine, nous avons fait une consultation auprès des PME. Nous leur avons demandé, lorsque vous avez une offre d'emploi et que vous avez quelqu'un qui répond à toutes les conditions, est-ce que vous engageriez quelqu'un qui a les caractéristiques suivantes, quelqu'un qui répond aux exigences de l'emploi? Donc, les personnes qui sont allochtones, eh bien, il y a 9 employeurs sur 10 qui disent aucun problème et 1 sur 10 qui dit bon, je ne suis pas tellement sûr. Donc, il y a vraiment une discrimination à laquelle on doit travailler. On a aussi fait référence aux conventions sectorielles au niveau flamand. Et donc, dans chaque secteur, on demande, dans les conventions sectorielles qui existent déjà, au niveau de la collaboration entre le secteur, le VDAB et l'autorité flamande, on demande de réaliser une analyse des risques concernant les discriminations sur le marché du travail, de faire un mesurage zéro, un plan d'action pour essayer d'appréhender ce problème. Donc, première chose, c'est limité, mais il faut s'y atteler. Et donc, je pense qu'au niveau régional, c'est ce que nous sommes en train de faire. En outre, et ça c'est un problème plus large, eh bien, il y a toute une série de personnes qui sont d'origine étrangère et qui ne travaillent pas. Ces personnes sont inactives. Quand on regarde les femmes sur le marché du travail, en âge de travailler, et les chiffres sont tombés ces derniers jours, eh bien, il n'y a que 43% des femmes qui sont en âge de travailler qui travaillent effectivement. Et lorsque l'on regarde les femmes peu qualifiées en Flandre, on sait que dans les 2 autres régions, c'est encore pire, mais là, on parle de 66% qui sont inactives sur le marché du travail. Donc, ce sont des femmes au foyer. Et donc ça, je pense que c'est un énorme défi. Il faut veiller à ce que ces personnes soient activées, qu'elles soient invitées à participer au marché du travail. Et donc, il faut trouver des solutions. Si j'ai bien compris, ça sera abordé lors d'une étape ultérieure, mais permettez-moi de vous dire que la langue constitue un énorme problème. Les personnes qui sont issues de la migration, parce que moi je préfère utiliser ce terme-là, eh bien ces personnes ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi, plus de difficultés que les personnes qui ne sont pas issues de la migration. Et c'est en cela que je diverge d'opinion avec Dany. Il y a un des facteurs importants à cet égard, c'est qu'il y a de la discrimination. Hier, un économiste gantois que je ne vais pas citer, mais tout le monde sait bien de qui je parle, et il en a appelé à avoir une tolérance zéro en la matière, parce qu'il y a véritablement de la discrimination. Nous recevons beaucoup trop de signaux. Il y a véritablement un problème de discrimination. Moi, je reviens de la Conférence internationale du travail. Et il y a 5 normes du travail fondamentales. Les gens ont le droit ou la liberté de s'associer. Ils ont le droit de négocier. Les gens ont le droit de ne pas faire du travail forcé. Les gens ont le droit de ne pas être confrontés au travail des enfants. Et les gens ont le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination. Et donc, il y a encore une autre norme. Les gens ont le droit d'avoir un travail qu'ils peuvent effectuer en santé, en sécurité. Mais il y a énormément de situations dans lesquelles les gens sont confrontés à des formes parfois subtiles de discrimination. Et en fin de compte, en fin de processus de sélection, c'est l'élément qui fait que vous n'êtes pas retenu. Donc, nous pensons véritablement qu'il faut investir là-dedans. Est-ce que c'est le seul problème? Non, évidemment. Les gens issus de la migration
ont également une certaine complexité dans leur formation, etc. Ils ont peut-être un bon diplôme, mais ce diplôme n'est pas reconnu. Il y a énormément de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, mais cette discrimination, eh bien, il faut oser la prendre à bras le corps. Et donc, je reviendrai là-dessus plus tard dans le débat. Monsieur de Gols. Alors, je vais évoquer 4 points que j'ai retenus de cette conférence. Ce n'est pas par ordre d'importance que je vais les énumérer, mais tout d'abord, comme l'a dit Peter, il y a la complexité. Ça, c'est un très gros problème, tant pour les personnes elles-mêmes qui arrivent de l'étranger sur notre marché de l'emploi, mais aussi pour les employeurs qui recherchent des effectifs. La réglementation est tellement complexe que personne n'en s'en sort encore. Et c'est ce qu'on constate lorsqu'on discute avec nos entreprises, nos affiliés. Il faut vraiment un soutien, tant pour l'employeur que pour les travailleurs. Parce que si vous n'êtes pas juriste, en fait, vous ne vous en sortez plus. Donc, il y a vraiment un soutien qui est nécessaire. En outre, je pense qu'il est important qu'il y ait une collaboration, d'une part, au niveau politique, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a déjà une collaboration, mais parfois, on a l'impression que cette collaboration est très limitée quand on voit les résultats, parce que tout reste complexe et les choses ne sont pas toujours très logiquement organisées. Donc ça, c'est aussi très important. Autre point, bon, la discrimination, c'est très important aussi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté des personnes qui sont déjà ici, mais on a aussi discuté du besoin d'avoir une migration économique. Parfois, on a parlé de migration éthico-économique, parce que notre marché du travail a besoin de personnes. On l'a déjà dit, mais pour certains profils, comme par exemple les infirmières ou d'autres postes, eh bien, on ne trouve plus personne. Donc, aller à l'étranger pour trouver des gens, c'est aussi très important. Ça a déjà été évoqué durant la conférence. Ensuite, ce qui est important aussi, et moi j'ai pu participer à un des groupes de travail hier, et en tant que partenaires sociaux, on constate tout de même qu'il y a une convergence sur certaines choses. Bon, c'est pas toujours facile sur certains points, mais il y a tout de même des points importants qui se trouvent sur la table pour le niveau interprofessionnel, mais aussi pour le niveau sectoriel. On ne peut pas comparer le secteur des soins avec la construction ou la chimie. Chaque secteur a ses propres intérêts, donc je pense que c'est important, ça. Et maintenant, enfin, bon, je suis peut-être le plus jeune autour de la table, mais c'est vrai que c'est sur la table depuis longtemps. Il est important qu'enfin on s'y attelle à cette question. Dans la problématique de manière générale, je pense que la discrimination, là je rejoins effectivement ce que mes collègues ont dit, mes collègues syndicaux ont dit, c'est l'élément premier principal du faible niveau d'emploi des personnes qui sont d'origine étrangère, mais avec un arc migration grande, mais hors Union européenne, parce que c'est aussi important de le préciser. L'explication principale est liée à la discrimination. Il y a aussi des éléments intéressants aussi qui ont été abordés lors des sessions d'hier et des présentations d'aujourd'hui. C'est le fait que les conditions de travail dans lesquelles ces personnes sont régulièrement occupées sont des conditions plus faibles. Donc on a un rôle à faire pour améliorer ces conditions de travail. Et aussi le fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir la reconnaissance de la qualification, de la compétence qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Et cette reconnaissance des compétences passe pas uniquement par la reconnaissance des diplômes, mais aussi par quelque chose qui est aussi important pour les personnes qui n'ont pas nécessairement à passer de migration, par la certification des compétences, par justement pouvoir certifier le fait que des personnes ont une qualification, ont une compétence qui va justement leur permettre d'accéder à des emplois plus qualifiés, à des emplois mieux rémunérés et à une intégration plus grande dans la société. Alors, je constate que vous êtes tous mélangés, il n'y a pas le camp des employeurs et le camp des syndicats. Et vous le disiez, Monsieur de Gols, hier, vous étiez plus ou moins sur la même longueur d'onde. C'est les échos qui me sont revenus également. Il y a une espèce d'unanimité sur les problèmes qu'il faut pointer. Vous avez évoqué au début le problème des règles, des réglementations qui sont trop compliquées. Ça veut dire que votre message à vous tous, il s'adresse surtout aux autorités aujourd'hui, plus qu'une accusation d'un partenaire social à l'autre?
ça reste un élément très important pour quelqu'un qui arrive ici, qui vient d'ailleurs, qui a tellement de règles. Est-ce qu'il y a un single point of contact? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un endroit auquel on peut s'adresser? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un élément qui nous revient de plus en plus, et certainement dans la situation actuelle où il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées ici pour des raisons qu'on connaît tous. C'est quand même à qui s'adresser, à quel moment, avec quel but. Donc un single point of contact me paraît quelque chose de très utile. Deuxièmement, je trouve aussi qu'il faut travailler pas de top-down, mais plutôt de bottom-up. C'est dans les communes. C'est vraiment sur le terrain qu'on peut faire du travail très, 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 très utile. Et de temps en temps, nous avons quand même un peu l'impression qu'à Bruxelles, on décide quelque chose et donc ça vaut partout de la même façon, avec la même intensité, etc. Plus de travail sur mesure me paraît également un élément. Et ça pourrait peut-être être contradictoire, hein, parce que sur mesure veut souvent dire plus de règles et plus de complexité. Hein, donc ça peut, mais c'est la raison pour laquelle dans notre pays, et j'entends bien ce qui a été dit, collaborer ensemble, plus collaborer ensemble, mais je vais vous dire que j'entends ça depuis 20 ans, hein, que les régions et les fédérales vont collaborer plus ensemble. Maintenant, il faut une fois le montrer concrètement. Et donc ce single point of contact à laquelle on peut s'adresser à un certain moment me paraît un outil indispensable et très concret et très précis, et ça aiderait vraiment, vraiment à mieux gérer la problématique dont on discute ici cet après-midi. Travailler bottom-up, ça veut dire que les entreprises doivent avoir une marge de manœuvre plus grande. Ce n'est pas uniquement une entreprise, c'est bottom-up, c'est dans les communes. C'est vraiment de la sensibilisation. Et au niveau des entreprises? Et au niveau des entreprises, mais du quartier même, de l'endroit même où on se trouve. Et on a ici, en Belgique, souvent l'impression qu'on a voté une loi au Parlement et c'est réglé. Non? Dat betekent ook dat we als sociaal... Ça veut dire également qu'en tant que partenaires sociaux, nous devons s'éloigner de cet instrumentaire. S'il n'y a pas de CCT, ce n'est pas correct. Non, le guide générique dans le cadre du Covid a quand même démontré que nous pouvons travailler de manière différente, avec beaucoup de conséquences positives. Ce n'était pas une CCT, ça, hein. C'était un guide d'éléments élaboré par les partenaires sociaux. Donc il faut aussi oser s'éloigner d'un instrumentaire classique. Si ce n'est pas une CCT qui a été conclue lors d'une CP ou lors du CNT, ce n'est pas bon. Non. La brochure recrutement divers élaborée au CNT, c'est un autre bon exemple. Hein. Dans cette problématique-ci, il vaut mieux suivre cette piste-là, je pense. Et alors, les résultats seront clairs, hein, selon moi, seront très positifs. Monsieur Botson. C'est là qu'il va y avoir des divergences quand même, parce que, pour être plus précis dans ce que je disais tout à l'heure, on peut être d'accord au niveau des constats, mais sur les solutions à mettre en application, c'est là qu'il va y avoir certainement des différences entre nous. Donc, quand tout à l'heure je disais c'est bien beau d'avoir des réglementations, mais il faut voir comment elles sont mises en pratique dans les secteurs ou dans les entreprises. Ça signifie pour moi, pour qu'il y ait un caractère coercitif, c'est quand même mieux qu'il y ait une CCT que simplement des recommandations. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter qu'à un moment donné, si les règles ne sont pas respectées, il faut qu'il y ait alors des sanctions. Je n'ai pas dit que ça doit être des sanctions terribles ou quoi que ce soit, mais il faut quand même bien qu'il y ait à un moment donné un bâton en plus que la carotte, et rien à faire. Le respect ou non d'une CCT, c'est quand même un élément qui me paraît important. Et alors, avoir la capacité aussi de pouvoir effectuer un certain nombre de contrôles. Il manque des inspecteurs sociaux, par exemple, de façon importante. On peut avoir les plus belles règles du monde. Tant qu'il manque d'inspecteurs sociaux, on ne saura jamais les vérifier, si oui ou non, sur le terrain. Et tout le monde a intérêt à ce que ce soit le cas, d'ailleurs. Hein. Si oui ou non, sur le terrain, les règles sont
les règles sont respectées. Restera alors, mais c'est peut-être dans une autre partie du débat, à voir de quelle façon on peut essayer de trouver des solutions pour partie à ces pénuries de main-d'œuvre par rapport à la régularisation d'un certain nombre de travailleurs dans ce pays. Parce qu'on dit d'une part qu'on veut, c'est un des objectifs d'ailleurs ici de ces 2 journées, voir comment est-ce qu'on peut aussi arriver à tendre vers cet objectif des 80% de taux d'emploi. Si les travailleurs qui sont dans l'illégalité viennent dans la légalité, ça permettra peut-être aussi d'arriver plus facilement aux 80%. Quelles sont, selon vous, les plus-values importantes qu'apportent à notre marché du travail ces travailleuses et ces travailleurs d'origine étrangère? Et comment peut-on essayer de renforcer cette plus-value? Il existe des recherches là-dessus, comme McKinsey. Une entreprise qui a un emploi plus divers obtient de meilleurs résultats. Donc, si on doit convaincre les employeurs d'avoir plus de diversité, en fait, il faut les convaincre que de toute façon, ça apporte une valeur ajoutée. Si je reviens sur la méthodologie, l'approche, oui, il y a des différences, c'est vrai, mais de l'autre côté, comme Peter l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses que nous, en tant que partenaires sociaux, ont déjà dit ensemble au niveau fédéral, au niveau régional. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une politique du marché du travail, surtout réglée au niveau régional. Si on regarde maintenant la discrimination, parlons de la discrimination. Inspection sociale ne va pas pouvoir faire beaucoup parce que, comme cela, il faut que l'inspecteur soit là lors du recrutement. Est-ce que la personne sera recrutée ou pas? L'une des choses qu'on met en avant est qu'il faut une sorte de mystery visit. Il faut mener des entretiens d'embauche fake pour voir si on va mener une discrimination ou pas. Nous n'aimons pas une telle sorte de société. Ça me fait penser au Beijing où il y a des caméras dans chaque rue pour voir ce qu'on fait pour contrôler les citoyens. Comment est-ce que vous allez le faire alors? Oui, voilà, bonne question. Je veux dire qu'on peut avoir des accords là-dessus ensemble pour qu'on puisse investiguer cela par secteur et pour qu'on puisse voir, voilà, quels sont les secteurs, les risques de certains secteurs que courent des personnes issues de l'immigration. Et est-ce que ce problème se pose? Est-ce que ce problème s'aggrave ou pas? Parce que s'il s'agit vraiment de la discrimination, ça va beaucoup plus loin qu'un problème au marché du travail. L'un des ministres vient de dire qu'il faut donner des formations dans les entreprises afin de mieux gérer la discrimination. Je ne suis pas contre, pas du tout. Mais ceci, c'est un problème sociétal. Il faut également le faire alors dans les équipes de foot, dans les écoles. C'est un problème sociétal. C'est pourquoi il faut regarder par secteur quel est le problème. Parce que moi, en tant qu'employeur, je peux engager une personne, ça me pose aucun problème que ce soit une personne d'origine étrangère, mais je peux peut-être avoir peur que mes clients auraient ce problème. Ou, encore pire, et oui, ce problème se pose, mes autres collègues, mes collaborateurs ont peut-être un problème. Avec cela, est-ce que ça veut dire que c'est acceptable? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que le problème est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et qu'il est beaucoup plus difficile de résoudre ce problème au lieu en menant des mystery visits, car c'est toujours l'employeur qui va être le coupable. Non, c'est un problème de société. Et alors maintenant, je reviens à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et on est bien aidé par le marché du travail en ce moment-ci. 9 sur 10 employeurs de PME disent pour l'instant que ils recruteraient des personnes d'origine non européenne si ces personnes disposent des compétences. Donc ça, ce n'est pas le problème. S'il y avait eu des problèmes ou qu'ils seraient plus réticents, car l'année passée, il y avait encore 15% qui étaient réticents, maintenant c'est 10%, la pression vient de plus en plus large pour engager ce type de personnes, pour engager des personnes d'origine non européenne, les personnes plus âgées, les personnes atteintes d'un handicap. Oui, c'est une question qu'on vient de poser aux politiques. Qu'est-ce qu'on fait si les personnes sont alors recrutées
faire en sorte qu'ils restent de manière durable sur le marché du travail. Si la conjoncture change, si la pénurie disparaît, alors comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes restent et qu'il n'y ait pas de discrimination? Mais du moment où on a un travail, on a passé le cap, hein, le problème ne va plus se poser. Est-ce que c'est vrai? Quand il y a des crises, les personnes sont quand même les premières victimes. Si vous me permettez, hein, c'est vrai, hein, sur le court terme, mais sur le long terme, il faut une autre politique. Car qu'est-ce qui a fait en sorte que la génération de ma mère, par exemple, qui était femme au foyer, que cette génération a changé d'aller travailler extérieur de la maison? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça se fasse? Une politique, une formation, accueil d'enfants, les transports en commun, parce que quand moi j'étais jeune, mes parents n'avaient pas de voiture. Hein. Si on allait travailler à deux sans voiture, on était très limité. Donc il fallait beaucoup de choses pour que cette génération ait pu faire ce changement. Il faut bien y réfléchir. Les personnes issues de l'immigration ont certaines limitations, hein, ou certains éléments qui ne répondent pas aux exigences de la société d'aujourd'hui. Si ces gens viennent d'une culture où il y a plus d'habitude de s'occuper des enfants et qu'il faut choisir entre un travail mal payé et du coup aussi envoyer son enfant à un accueil d'enfants où il n'y a pas assez d'accompagnatrices, alors oui, c'est correct, hein, je peux bien comprendre que les gens ne sont pas convaincus de le faire. Et est-ce que je suis un bon parent si je choisis d'aller travailler? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je fasse les choses moi-même au lieu d'aller travailler? Et ce sont beaucoup de personnes sans allocation de chômage. Hein. C'est des gens qui font un choix rationnel, mais émotionnel également. Est-ce que je vais faire un travail très peu rémunéré qui peut avoir une valeur ajoutée pour la société? Of die kunnen andere dingen doen die maken dat wij allemaal kunnen blijven draaien in onze samenleving. Misschien aan een te hoog ritme en met een te hoge belasting voor degenen die daarin mee willen en mee kunnen. Mais donc, là, il y a le grand défi. Hein. Ce n'est pas parce que ces gens trouvent maintenant un travail et se trouvent peut-être sur le marché du travail, si le mouvement inverse se pose de pénurie vers excès, disons, un groupe trop important, une offre trop importante, alors ils vont de nouveau être victimes peut-être, sauf si on peut développer une politique durable qui fait en sorte que ces gens puissent également suivre des formations, faire reconnaître leurs compétences pour qu'ils puissent avoir une position plus stable sur le marché du travail. On n'a plus de temps. Il est déjà 15h30. Certains d'entre vous vont rester ici pour qu'on puisse entrer dans les détails sur certains thèmes. Je pense que maintenant, il est temps de prendre une petite pause. Alors, passons à notre deuxième débat d'aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Ce deuxième débat se focalise sur le droit du travail. Le premier débat était un peu général. Maintenant, on va essayer de se limiter au droit du travail. Et ici, on a M. Botson de la FGTB, M. Mathieu Verjans, CSC, donc deux syndicats, le FEB, Monica de Jong, bonjour. Pour les employeurs, Chris Botterman du Boerenbond, Monsieur Valentin, qu'on avait déjà auprès de nous pour le premier débat, Olivier Valentin du syndicat libéral, et pour terminer, Monsieur Mathieu Debèvre de l'UCM. C'est un des thèmes qui a donc été abordé dans un des groupes de travail. Comment faire pour faire en sorte que ces travailleurs qui viennent de ces pays hors de l'Union européenne, comment faut-il faire pour
qu'ils travaillent dans des conditions de travail sûres et saines. Il y a une série de problèmes qui ont été identifiés ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, Monsieur Debèvre, puisque vous me regardez? Bon, alors d'abord, bonjour à tous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il y a évidemment les éléments de contexte sur lesquels on a tous été d'accord, sur l'accueil de la petite enfance, mais en fait, accueil plus largement, accueil même aussi du point de vue des aînés, qui permet alors de libérer de l'espace pour que les personnes aillent au travail. Il y a la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des compétences, les connaissances en langue, tout ça on a souligné. Mais effectivement, sur le plan du droit du travail, moi je vois quand même 2 améliorations, en fait 3, mais il y en a 2 principales. Mais la première, c'est, je disais il y a une minute, la question de libérer du temps. Mais il est aussi important, à notre avis en tout cas, de pouvoir flexibiliser d'une manière ou d'une autre le temps de travail en manière telle que, sans nécessairement demander plus aux salariés, on puisse lui permettre de travailler à des moments où c'est moins désagréable pour lui, ou pour elle évidemment. L'idée de pouvoir dire, voilà, moi je veux déposer mon enfant à la crèche ou aller visiter mon parent qui est plus âgé avant d'aller travailler, et puis je vais travailler, et puis bon, bref. Tout cela nous amène à penser que oui, en flexibilisant le temps de travail, il y a des possibilités qui s'ouvrent pour les travailleurs d'origine étrangère et pour les autres aussi du reste. Et alors il y a un deuxième élément qu'on voudrait souligner, c'est évidemment l'élément salaire. Évidemment, on est bien conscient que en donnant plus d'argent aux salariés, on les attirera plus au travail. Simplement, nous disons qu'on est déjà dans un pays dans lequel le coin fiscal, c'est-à-dire la différence entre ce qui sort de la poche de l'employeur et ce qui entre dans la poche du travailleur, mais culmine à au-delà de 52%, ce qui fait de nous les champions du monde, toutes catégories, depuis des décennies. Il y a lieu à changer cela en manière telle que, oui, le travail puisse être plus rémunérateur. La flexibilité, c'est souvent une demande des employeurs, en effet. Mais est-ce que c'est également intéressant pour le travailleur de donner une meilleure flexibilité spécifiquement pour ce groupe cible? Pas du tout, en fait. Parce que maintenant, on mène un autre débat que tout à l'heure. Faire en sorte que les personnes en dehors de l'Union européenne puissent venir sur notre marché du travail. Une grande partie de ces gens effectuent un travail qui n'exige pas toujours les qualifications les plus hautes et qui n'ont pas non plus un salaire plus élevé. Donc, on demande déjà beaucoup de flexibilité à ces personnes. Pas seulement à ces personnes, il y a une demande de flexibilité des 2 côtés, mais j'aimerais bien mener ce débat au fond. Hier et aujourd'hui, j'ai entendu, lors des groupes de travail, qu'on est d'accord sur pas mal de choses. Je peux vous énumérer toutes les choses qui se déroulent de manière erronée, mais j'ai également entendu, et je pensais qu'il y avait un consensus, que l'un des éléments qui fait en sorte que ces gens puissent travailler dans de meilleures circonstances est que, via la concertation sociale, on peut faire quelques accords. Il y a des difficultés, comme par exemple dans la construction, qui ont même mené à des accidents mortels. Il y a des gens qui, dans la construction, ont conclu des accords pour avoir une meilleure réglementation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut faire cela dans tous les secteurs. Dans le transport des marchandises, là, il y avait vraiment des situations inhumaines, mais via la concertation sociale, on essaye, et je dis bien essaye, de conclure des accords là-dessus. Et donc, je pense qu'avec la réglementation existante et le fine-tuning au niveau sectoriel, mais aussi au niveau de l'entreprise, car toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, si on peut appréhender tous ces éléments et se baser sur les expertises du banc patronal et du banc syndical, alors nous pouvons faire des progrès et comme cela, nous pouvons créer un cadre réglementaire dans lequel nous donnons une orientation. Et je sais que les employeurs ne sont pas tout à fait fans de ceci, mais comme cela, il faut tout de même aussi un contrôle. Auprès du CNT, je pense qu'on avait demandé un renforcement des inspections sociales
Et j'ai vu dans l'accord du gouvernement que le gouvernement, en fonction de la norme de l'OIT, veut réaliser cela. Ben voilà une invitation, un appel au ministre de enfin effectuer ceci. Et alors les modalités, ça peut être fixé de manière humaine. Comme l'ont demandé les employeurs, on va intégrer un volet préventif. Je suis tout à fait d'accord, mais nous devons d'abord avoir des accords qui sont adaptés sur le terrain à partir du secteur pour effectuer tout cela. Il y avait un consensus là-dessus. Donc une partie de la solution, c'est plus d'accords et une meilleure concertation sociale. Oui, je pense que le rôle des partenaires sociaux est très important. Donc, je suis tout à fait ce que dit Mathieu. Ce n'est pas tout à fait correct que les employeurs ne sont pas fans si on regarde des situations de dumping social, par exemple. C'est une concurrence déloyale, tout court. Les entreprises qui respectent les règles, et c'est ça qu'on voit, on se focalise toujours sur ceux qui commettent des abus et qu'il y a des règles qui sanctionnent fortement et les entreprises correctes, sérieuses respectent les règles, mais les mauvais élèves ne sont pas attrapés. C'est un grand problème. À l'époque, je me suis investie dans la fraude sociale et c'est quelque chose qui reste important. Et dans le débat de ce matin, on a déjà parlé de la complexité de la réglementation. Si on regarde toute la discussion du détachement spécifique, et l'Europe a déjà élaboré un cadre et les conditions de travail et de salaire en Belgique doivent être respectées, c'est évident. Mais le seul problème, c'est que l'Europe n'offre pas tous les outils, moyens nécessaires à ce que l'employeur, quand il se déplace en dehors de l'Europe, puisse de manière facile contrôler quelle est la législation, quelle est la réglementation, et pas seulement les employeurs, aussi les travailleurs. Ici, on a une traduction de toutes les CCT. Alors, visitez ce site web et essayez de comprendre tout. En tant que travailleur étranger, ce n'est simplement pas possible. Donc, il y a encore un long chemin à traverser et je pense que si on veut éviter que les gens se trouvent dans la précarité, c'est vrai qu'il faut un contrôle, mais il est également important que les entreprises qui interprètent de manière erronée parce qu'elles ne comprennent pas tout soient sanctionnées, mais les personnes qui abusent de manière volontaire et qui abusent la situation des gens, c'est simplement pas acceptable. Ok, donc pour revenir sur le détachement, il y a une réglementation compliquée. Il y a également trop peu de personnes qui peuvent effectuer les inspections, manque d'effectifs. C'est certainement un constat du syndicat. Est-ce que vous êtes également d'accord qu'il y a trop peu d'inspecteurs? À Monsieur Botterman. Oui, le débat qu'on mène ici traite sur le fait que les gens en dehors de l'Union européenne puissent avoir des conditions de salaire et de travail correctement respectées. Je pense que les instruments existent déjà à l'heure actuelle, mais qui ne sont pas assez utilisés. Je vais donner quelques exemples. Vous parlez de détachement. Je ne sais pas si on contrôle assez si le détachement se fait de manière correcte. Monica l'a déjà dit. Il faut respecter les conditions de salaire et de travail en Belgique. La sécurité sociale est payée dans les pays d'origine, mais il y a aussi des sociétés boîtes aux lettres qui n'ont aucune activité économique dans cet autre pays européen et par manque de détachement, ceci peut être mieux suivi. Alors, la libre circulation des services et des personnes, vous faites référence à la construction. Dans la construction, on a beaucoup de faux indépendants qui sont apparus après un problème économique parce qu'il fallait demander des permis pour les salariés, mais quelqu'un qui avait une activité indépendante pouvait venir librement parce qu'il y avait une libre circulation. Puis, l'abus des intérimaires, le travail intérimaire.
En Belgique, les agences intérimaires ont besoin d'une reconnaissance régionale, mais nous voyons que les agences de travail intérimaires étrangères le font sans reconnaissance pour livrer des forces de travail. En Belgique, nous avons un système de limosa, c'est-à-dire que le gouvernement sait quelles entreprises étrangères veulent venir en Belgique pour effectuer des activités. Nous connaissons également l'identité des collaborateurs ou des indépendants qui sont liés à ces entreprises. Est-ce que c'est bien contrôlé? Même chose pour les cartes de travail qui sont délivrées. Le gouvernement sait quelles sont les conditions de travail et de salaire. Est-ce que c'est bien contrôlé? Donc, au lieu de maintenant plaider, je ne suis pas contre, mais au lieu de plaider pour plus de contrôle, le gouvernement pourrait faire en sorte que les instruments déjà existants soient mieux utilisés. Maintenant, on a le European Labour Authority. Et là, il pourrait y avoir de meilleurs échanges. Dans notre secteur, on a pas mal de contacts avec les pays européens, aussi des pays en dehors de l'Union européenne. Et un problème qu'on a maintenant, c'est qu'en Belgique, une personne physique a un numéro de registre national et chaque entreprise a un numéro d'entreprise. Il faut faire en sorte qu'au niveau européen, il y ait un numéro unique par individu et un numéro identique par personne morale. Si on peut régler cela au niveau européen, comme cela, on peut échanger beaucoup mieux les données, car l'alphabet est différent en Belgique qu'en Roumanie, par exemple. Comme cela, on a beaucoup de problèmes afin de pouvoir échanger les données concernant les personnes, mais aussi concernant les entreprises. Donc, mon plaidoyer, c'est de faire en sorte que les instruments déjà existants soient mieux utilisés et faire en sorte que la libre circulation se fasse correctement, que le travail intérimaire soit correctement appliqué. Donc voilà un plaidoyer que même le gouvernement pourrait reprendre. Les travailleurs, c'est quelque chose de positif, mais il y a des dérives, il y a de la fraude et il y a des instruments pour la combattre. Qu'est-ce que vous pensez du recours, Monsieur Valentin, du recours quand même assez important à ces détachements, alors qu'on a des travailleurs ici sur le marché du travail belge qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, qui sont là en nombre, qui sont là en demande. Les employeurs ont peut-être tendance à plus volontiers faire appel au système de détachement. C'est une bonne chose selon vous ? J'ai l'impression ici qu'il y a un certain nombre d'éléments. D'abord, il y a l'élément positif du fait qu'on a une approche qui est quand même relativement, au niveau des partenaires sociaux, qui est relativement, je vais dire, similaire par rapport à ça, dans le sens de dire il faut arriver à supprimer toute concurrence déloyale, il faut arriver à identifier les employeurs qui ne respectent pas les règles et ceux-là les écarter pour justement avoir dans notre environnement uniquement des entreprises qui respectent les règles. C'est une minorité qui ne respecte pas les règles ? C'est une minorité qui ne respecte pas les règles. Là où on va peut-être un petit peu différer, c'est de dire partir du principe que les règles seront respectées sans avoir, à mon avis, une augmentation des services, du nombre de personnes dans les services d'inspection pour justement bien vérifier, bien identifier quels sont les employeurs mal affidés. À mon avis, ça c'est quelque chose qui pour nous semble aujourd'hui un petit peu en sous-effectif pour l'ensemble des services d'inspection. Ce qui a été souligné aussi, c'est qu'on a aussi parfois l'impression que d'autres pays européens ne respectent pas tout à fait les règles de la meilleure manière qui soit. On ne va pas identifier l'un ou l'autre, mais on se rend compte que, par exemple, dans le secteur du transport, c'est quand même un petit peu surprenant que certains pays, par exemple les pays baltes, aient autant de permis de chauffeurs qui puissent circuler sur l'ensemble de l'Union européenne, alors que ce sont des pays de petite taille. Donc il y aurait quand même une nécessaire coordination entre les différents États membres pour répartir l'équilibre et pour justement éviter ces situations qui renforcent le dumping social. Parce que les éléments de dumping social face auxquels nous sommes ici en Belgique confrontés portent préjudice à la fois aux travailleurs, ce sont aux travailleurs belges, enfin occupés en Belgique on va dire, ce sont des conditions inhumaines pour les personnes, pour les travailleurs de ces pays-là qui sont détachés, je pense essentiellement
au secteur du transport, et les entreprises belges, européennes, qui respectent les règles, sont aussi défavorisées. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle de coordination au niveau européen. On a, en tant qu'organisation syndicale, beaucoup d'attentes de la part de la European Labour Authority, donc l'autorité européenne du travail. On a un rôle devra être vraiment fort pour cette autorité européenne en termes de coordination et en termes de proposition de solutions, certainement pour justement faire en sorte que le détachement retrouve l'idée originale qu'il avait, c'est-à-dire l'idée de base de libre circulation des personnes sans arriver à un faussement de la concurrence. On doit respecter les conditions de travail qui sont ici d'application. C'est l'élément qui est à la base des principes que l'on a mis en place au niveau européen. Mais est-ce que vous estimez, M. Baudson, que les employeurs devraient plutôt engager des demandeurs d'emploi hors Union européenne qui sont sur le territoire belge plutôt qu'à d'avoir recours à des détacheurs qui peuvent effectuer les mêmes tâches dans les mêmes secteurs ? Dans la question, non, je n'estime pas ça. Je reviendrai sur ce qu'Olivier a dit. Pour augmenter le taux d'emploi de ces personnes dont on a dit qu'elles n'étaient pas encore suffisamment nombreuses à être sur le marché du travail aujourd'hui. Oui, enfin, je crois d'abord, pour reprendre ce qu'Olivier disait, c'est qu'il faut revenir à l'idée originelle du détachement, à savoir la libre circulation des travailleurs et par ailleurs aussi avoir parfois des compétences ou que sais-je qui ne sont plus suffisamment présentes sur le territoire. Donc ça, ce sont les objectifs au niveau du détachement. Je ne pense pas que le détachement, au départ en tout cas, avait pour objectif d'essayer d'atteindre certains taux d'emploi, dont il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, parce que je me pose toujours la question de savoir pourquoi c'est 80% et pas 78 ou 82, pour le dire sous forme de boutade, mais on a un peu tendance comme ça à accepter des chiffres fétiches sans trop avoir une réflexion sur la raison pour laquelle on veut atteindre ce chiffre-là, qui par ailleurs sera quand même assez compliqué à atteindre, puisque ça faisait partie d'ailleurs d'une des réflexions du premier débat, où on cherche même à amener vers le marché du travail, ou vers le travail, des personnes qui aujourd'hui n'ont pas la volonté d'y aller. Donc il y a aussi une vraie question, comment je veux dire, sociale ou sociétale qui se pose là derrière. Est-ce que vraiment on doit accepter ce genre de raisonnement là pour atteindre absolument le taux d'emploi? Enfin, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, par rapport à ce qui a été dit, je voudrais quand même revenir sur, comment je vais dire, les offres d'emploi qui sont réalisées. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans plusieurs débats. Ce n'est pas toujours le cas. Mais à la FGTB Wallonne, ils font une étude tous les 4-5 ans sur les offres d'emploi qui sont faites par le Forum. Donc voilà. Et ils analysent une vingtaine, 20-25 offres d'emploi pour des métiers bien particuliers, et systématiquement, ils orientent leurs travaux vers les métiers en pénurie. Et quand on voit les offres d'emploi qui sont pourtant celles qui passent par le Forum, objectivement, une fois sur deux, on recherche le mouton à 5 pattes, avec un niveau de diplomation qui est excessivement élevé par rapport à l'offre d'emploi, avec, je veux dire, une expérience professionnelle qui est fortement importante, avec le fait, quand c'est possible, de voir si l'intéressé va pouvoir venir avec une aide à l'emploi dans son sac à dos, que sais-je. Alors, quand on cumule l'ensemble de ces conditions, on a quand même la création parfois de métiers en pénurie. Je prends toujours cet exemple-là. Je suis désolé, je sais qu'on n'aime pas l'entendre. Offre d'emploi qui effraie. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais quand vous êtes, par exemple, dans les métiers en pénurie, je vais prendre aide familiale. Quand vous avez des offres d'emploi pour une aide familiale ou pour une aide ménagère, ce que vous avez systématiquement, c'est que ce sera un travail à temps partiel, un contrat à durée déterminée, il faut avoir une voiture et il faut être chômeur ou chômeuse depuis un certain temps pour pouvoir avoir une aide à l'emploi. Je peux vous assurer qu'il
il n'y en a pas énormément sur le marché de l'emploi. Et alors, on se dit, tiens, même des aides ménagères ou des aides familiales, c'est quand même assez particulier, il en manque. Et je peux vous assurer que c'est une étude qui est vraiment faite tout à fait scientifiquement sur base des offres d'emploi au niveau du Forum. Et alors, on a beaucoup parlé de concertation sociale ici. Je crois que là-dessus, on sera tous d'accord. La concertation sociale est importante et, grosso modo, on voit beaucoup les échecs de la concertation sociale, mais il y a quand même aussi des réussites et des accords qui se font fréquemment à l'intérieur du CNT, dont on parle moins, mais on parle toujours des trains en retard et pas des trains qui sont à l'heure. Mais à partir du moment où on veut innover avec des suggestions comme un peu plus de flexibilité au niveau des horaires de travail, pourquoi pas, on peut en discuter. Mais alors il faudrait qu'on puisse aboutir au niveau de la concertation sociale sur la façon de pouvoir compter les heures de travail. On a un gros problème, on ne parvient pas à se mettre d'accord entre interlocuteurs sociaux sur un système de comptage des prestations, des heures de travail. Et là, ça me paraît être la première priorité avant de venir avec ce genre de proposition-là. Alors, on parle donc de droit du travail. Ce matin, on a évoqué le sort des travailleurs sans papier qui sont souvent exploités. On a entendu le témoignage hier d'une de ces dames qui est dans cette situation, Evelyne, qui nous expliquait comment ça pouvait donner à des situations tout à fait dramatiques, avec aussi la difficulté de faire valoir des droits, puisque ces personnes n'existent pas et que si elles souhaitent déposer plainte, elles risquent certaines risquent de se retrouver dans un centre fermé pour avoir déposé plainte. Il y a encore beaucoup de travail pour aider ces travailleurs illégaux, Monsieur Devers. Sans doute. Maintenant, le but principal, c'est évidemment de faire un maximum de choses pour qu'il y ait le moins possible de travailleurs illégaux. Et donc, alors s'il y a des travailleurs illégaux pour le moment sur le territoire, oui, il faut les aider d'une manière ou d'une autre, mais c'est surtout l'idée que il faut éviter que des filières se créent. On parlait de dumping social ou de sociétés fantômes qui remettent des formulaires pour que les gens entrent sur le marché du travail et créent de la concurrence déloyale. Évidemment que ça ne va pas. Évidemment que c'est une chose qu'il faut combattre. Oui, meneer Verjans, misschien, ja. Monsieur Verjans. Oui, je suis d'accord, mais je voudrais revenir à l'élément précédent. La Belgique, en 2024, elle assurera la présidence de l'UE et ces problèmes concernant la réglementation européenne, la Mimosa, ou les pays dans lesquels il y a des abus, eh bien, essayons de confier au ministre des Missions pour prendre les choses en main. Je pense qu'il faudrait que des résultats concrets soient dégagés de cette conférence sur l'emploi. Pour revenir aux demandeurs d'asile, on l'a déjà entendu pendant les débats, il y a une énorme pénurie sur le marché du travail. Moi, j'ai toujours un sentiment un petit peu partagé par rapport aux ministres régionaux qui se sont exprimés. Ils disent que oui, la reconnaissance des diplômes, des compétences, il faudrait le faire. Bon, ce n'est pas une attaque personnelle, hein, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'on dise cela et qu'on ne fasse rien? C'est un problème qui existe depuis longtemps, oui, tout à fait. Dany l'a dit tout à l'heure, hein, je pense. La pénurie sur le marché du travail, ça nous aide un petit peu, entre guillemets. Mais bon, je sais, hein, on ne peut pas faire d'amalgame, mais si on veut œuvrer à des compétences acquises, eh bien, il y a énormément de personnes qui se trouvent ici, des demandeurs d'asile, des gens d'Ukraine ou d'autres personnes encore, qui ont besoin de travailler et les employeurs ont besoin de bons travailleurs. Et il peut y avoir un match entre les deux. Donc, nous, on voudrait tout de même que la rigidité que nous avons soit éliminée. Vous avez parlé à juste titre du témoignage de Evelyne. Bon, c'était très prenant, hein? C'est un petit peu éloigné de notre réalité, mais on a aussi donné un autre exemple, et je pense que Rudy ou Peter en ont parlé tout à l'heure. Hein. Il y a l'infirmière qui étudie ici, elle a une procédure et elle est obligée de retourner dans son pays pour pouvoir revenir après ici. C'est tout de même une absurdité. Et ensemble, on devrait essayer de résoudre ce problème. Donc, nous avons des instruments que nous pourrions utiliser pour essayer de briser cette rigidité. Moi, je pense que
s'il y avait plus de volonté politique pour écouter ce que nous pouvons dire ensemble, hein, et on peut faire ça de manière tripartite, hein, travailleurs, employeurs et pouvoir public, je pense que nous y avons tous intérêt, hein, tant le politique que les travailleurs et les employeurs. Si on ne peut pas faire ça ensemble, je ne comprends plus. Pourquoi est-ce que ça avance pas, Monsieur Botterman? Eh bien, pour certaines choses, on n'a besoin que de 5 minutes de courage politique, bon, pour concrétiser les choses. Au moment du Covid, dans beaucoup de secteurs, il y avait un fort manque de personnel et la crainte, c'était que certaines activités ne puissent plus être effectuées. Et puis, on a pris la décision en 2020 et ça a duré jusqu'en 2021. Donc, la décision, c'était que les réfugiés politiques candidats enregistrés puissent, dès le premier jour, travailler dans les entreprises. Cette règle a été resupprimée à partir du 1er juillet 2021 et je pense que c'est dans l'intérêt des entreprises, les PME et les grandes entreprises et aussi de la personne elle-même. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens qui arrivent ici dans le pays, quand ils sont candidats réfugiés politiques, ils doivent attendre 4 mois. Donc, ils sont liés au centre d'enregistrement et pendant 4 mois, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'une personne qui est candidate, donc qui est entrée dans le pays légalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui permettre de travailler à partir du premier jour? C'est tout de même pas une décision difficile. Autre exemple, des choses que l'on pourrait résoudre très simplement. En Europe et en Belgique, nous avons un statut de protection temporaire que nous avons donné aux réfugiés d'Ukraine. Qu'est-ce qu'on constate dans les entreprises? Eh bien, les Ukrainiens qui, en 2021 ou en 2020, donc avant le conflit, ont travaillé temporairement dans un autre pays européen, par exemple la Pologne ou l'Allemagne, eh bien, en Belgique, cette protection temporaire ne peut pas leur être donnée. Donc, elles ne peuvent pas travailler, ces personnes. Donc, ce sont des gens qui sont venus, qui sont disposés à travailler, qui ont une certaine formation, qui sont utiles ici. Les entreprises pourraient occuper ces personnes, mais ces personnes ne peuvent pas travailler. Donc, voilà, ce sont 2 exemples de choses que l'on pourrait résoudre. Et j'espère que ce sera repris dans les conclusions. Encore, dernier élément que je voudrais ajouter. Nous, du côté patronal, nous ne sommes pas demandeurs de faire travailler des personnes illégales ici. Je pense que ça aura un effet d'aspiration, mais je pense que tous ensemble, nous devons veiller à ce que ces personnes puissent venir en Belgique légalement. Les personnes qui sont ici, est-ce que c'est compatible avec l'idée que ces personnes puissent directement travailler au lieu de d'attendre 4 mois? Non. Si quelqu'un est candidat réfugié politique, bien, il y a un dossier qui est enregistré, la personne est légalement en Belgique. On devrait au moins veiller à ce que, si on va travailler dans les 4 mois ou après, eh bien, 70% de ce que je gagne doit être restitué au pouvoir public. Donc, il y a une contribution, ok, mais 70%, désolé, mais il faut véritablement abaisser ce pourcentage. Supprimer cette période de 4 mois avant de pouvoir commencer à travailler? D'une certaine manière, ça semble logique. On est ici dans une situation où on a l'impression qu'il y a un élément administratif qui vient créer une difficulté inutile. Une difficulté inutile pour le travailleur. S'il a une opportunité, s'il a la chance d'avoir une opportunité de travail, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, saisir. Et si ça se fait, parce qu'il faut éviter si on ne peut pas travailler officiellement dans les 4 mois, de travailler de manière officieuse. Travailler officiellement, ça veut dire que les conditions de travail sont normalement meilleures, que les conditions d'emploi, que les conditions de salaire sont respectées. Donc c'est un élément qui a son importance. Et c'est ça aussi, je n'ai malheureusement pas vu le témoignage hier de la personne qui est sans papier, c'est le caractère un petit peu d'impunité, enfin pas un petit peu, le caractère d'impunité de la personne qui occupe une personne sans papier et qui peut exercer sur cette personne une pression et aussi avoir fixer un niveau de rémunération qui fait que elle est dans une condition où elle n'a pas beaucoup de choix et elle ne peut pas retomber sur une réglementation ou une règle qui lui fixe un niveau salarial par exemple ou des conditions de travail. Mevrouw de Jonge. Je voudrais encore dire quelque chose, mais je voudrais m'éloigner un petit peu du problème de l'occupation illégale de personnes. Je voudrais revenir à ce que Thierry a dit tout à l'heure.
Je pense qu'il est c'est important parce que dans ce débat, on parle d'un thème plus large, y compris le salaire et les conditions de travail. Il y a une étude de la FGTB Wallonne, c'est intéressant. Je pense que les entreprises aujourd'hui savent plus que jamais qu'il ne faut plus rechercher un lapin à 5 pattes. Mais d'un autre côté, nous sommes également confrontés à une grande rigidité sur le marché du travail, ce qui fait qu'il y a énormément d'obstacles. Et quand on parle d'enregistrement du temps de travail, eh bien, on en arrive au débat très complexe sur le temps de travail. Et aussi, à cet égard, dans certains emplois, on est coincé dans un cadre très strict. On ne peut proposer que des temps partiels parce qu'on a besoin d'une certaine flexibilité. Donc, OK, on cherche des façons de faire preuve de flexibilité et donc certains emplois plus accessibles peuvent offrir ce type de conditions, mais tout est lié à la manière dont tout notre droit du travail a été conçu. Naturellement, c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe. Je pense que les partenaires sociaux sont les personnes les mieux placées pour réfléchir à cette question. Nous savons aussi très bien quelle est la situation sur le terrain et ce sera un exercice très difficile. Donc, si on endosse nous-mêmes cette mission, je pense que nous aurons de très longs débats, mais ça aussi, c'est un message très important. Ce n'est pas parce que ça dure longtemps que les partenaires sociaux n'engrangent pas de résultats. Avec une considération plus générale, c'est une réflexion de l'OCDE, l'USO, qui affirme que si tous on changeait plus souvent de travail, on tiendrait plus longtemps le coup et il y aurait aussi plus de place pour les jeunes, mais aussi pour les primo-arrivants. Vous partagez cet avis? Donc si nous changions tous plus souvent d'emploi, il y aurait plus de place pour les personnes qui viennent d'en dehors de l'UE. La progression dans les carrières est intéressante, mais c'est aussi la question d'évoquer la mixité dans les carrières et donc la possibilité de passer d'un statut à l'autre. Et là, en tant que représentant du CEM, je ne peux quand même pas louper une occasion de dire que le statut d'indépendant reste quand même quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il ne faut pas, certainement pas écarter. Est-ce que les Belges, on est assez mobiles? Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à s'accrocher à un job, tout comme on est aussi accroché à sa maison? On n'est pas très mobile, ni géographiquement, ni professionnellement. Est-ce que pourtant ce ne serait pas une piste de solution pour créer de l'emploi de façon générale? Il faudrait changer notre culture de travail, de carrière, M. Vautson? Vous êtes sceptique? Non, je ne suis pas sceptique, je dis simplement que je me méfie des généralités comme ça, quoi. Autant peut-être bien qu'il manque de mobilité en Belgique par rapport à d'autres pays. Par comparaison, c'est possible, que ce soit la mobilité géographique ou la mobilité professionnelle. Mais à l'inverse, attention généralité, il y a quand même toute une série de jobs pour lesquels l'ancienneté fait partie de la compétence qu'on acquiert au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. Il y a certainement de nombreuses professions où il est important de pouvoir engranger des années de travail et qui permettent certainement de pouvoir être encore plus efficace, efficient ou que sais-je au niveau d'un certain nombre de métiers. Donc, voilà, attention généralité. Je vous ai vu hocher la tête, Madame de Jong. Oui, je pense que la mobilité professionnelle, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, on voit que les jeunes, on a déjà effectué plusieurs enquêtes là-dessus, et nous observons que les jeunes travailleurs ne se voient plus faire toute leur carrière auprès du même employeur. Ces jeunes changent plus facilement de travail. Naturellement, cela offre des perspectives, des opportunités à d'autres. Lorsque les gens restent trop longtemps dans la même fonction, eh c'est un petit peu le même problème insider-outsider. Si les gens sont plus mobiles, ça créera d'autres chances. Et c'est la même chose pour la mobilité géographique. Ça, c'est aussi très important. Un petit exemple à ajouter en ce qui concerne la mobilité, peut-être il faudrait oser procéder à des expériences, des expérimentations. Les délais de préavis sont très longs pour terminer un contrat. Il y a aussi une incertitude pour le travailleur lorsqu'il change de travail. Peut-être qu'il faudrait oser mettre en place une expérimentation. On a ce qu'on appelle le bridge.
Donc un ancien employeur et un nouvel employeur proposent un transfert au travailleur, un transfert d'une entreprise à l'autre, et cette transition peut se faire sans préavis, et si ça ne va pas, le travailleur peut retourner à chez l'ancien employeur. Peut-être qu'il faudrait faire cela de manière plus pratique sur le terrain. Alors, si vous aviez 15 secondes pour terminer. 15 secondes, c'est un record. Hein. Pour vous, c'est impossible. Oui, Chris fait référence au délai de préavis. En 2013, nous avons vu un changement de la législation et nous savions déjà à l'époque que l'ancienneté moyenne d'un ouvrier, c'était 7 ans et pour un employé, c'était 11 ans. Donc, ce n'est pas énorme, on peut en discuter. Hein. Et nota bene, pour les délais de préavis, ça a déjà été revu à la baisse. Et même pour les préavis les plus faibles, ça a été revu à la baisse. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, malheureusement, je constate que, y compris dans les fonds de formation paritaire qui existent, le focus des employeurs et des travailleurs qui sont gestionnaires du fonds, c'est la formation dans le secteur propre, puisque ce sont nos moyens, on doit les consacrer à quelque chose qui concerne notre secteur. Et donc là, il faudra vraiment avoir un changement de mentalité. La mobilité sur le marché de l'emploi, ça ne peut être un objectif en soi. Les employeurs ne sont pas demandeurs non plus. Certains, oui, mais pas la majorité. Enfin bon, voilà pour les 15 secondes. Plus ou moins, oui. OK, nous allons clôturer ce débat ici. Certaines personnes resteront sur le podium, mais il y a tout de même un petit changement. Hein. Monsieur Botterman, vous allez nous quitter. Monsieur De Wevre également. On peut les applaudir, en effet. Et on va faire un petit switch de micro, donc encore quelques petites minutes, pour passer au dernier débat. Donc on va entamer notre dernier débat. Monsieur De Gaulle et Monsieur Van As, qu'on a déjà vu tout à l'heure, nous ont rejoints. Et donc le thème de ce dernier débat, c'est la discrimination. On a déjà abordé à quelques reprises le problème de la situation des femmes sur le marché du travail, ces femmes hors Union européenne. Peut-être qu'on peut recommencer par relever les défis les plus importants pour ces femmes sur le marché du travail. Meneer Van Roos, misschien? Oui, je pense que le secteur des soins, c'est tout de même un secteur très féminin, mais même dans ces secteurs, on constate qu'il y a un accès qui est plus difficile à trouver pour arriver sur le marché du travail. Je sais qu'il y a pas mal d'initiatives sectorielles qui sont mises en place via les fonds sectoriels. Il y a différents projets, notamment Integra. Il y a 33 personnes qui sont accompagnées sur la base des moyens du partenaire social. Et donc, je lance un appel au pouvoir public pour qu'ils investissent encore davantage parce que ça a une grande valeur, hein, cet accompagnement pour que les gens arrivent sur le marché du travail. Mais il y a aussi des obstacles qui ont déjà été cités tout à l'heure. Par exemple, l'accueil des enfants. Ça, c'est un très gros problème. Je constate que durant la conférence sur l'emploi précédente, le manque de places d'accueil des enfants était déjà une conclusion importante. Lorsqu'on regarde l'actualité, eh bien, nous constatons que ce problème ne cesse de s'accroître. J'espère qu'après cette conférence, il y aura de nouveau un incitant pour que le politique prenne ce problème à bras-le-corps, parce que si on veut que les gens d'origine étrangère, mais aussi les autres, travaillent, eh bien, nous avons besoin de garde pour les enfants. Mais bien souvent, ça va de 0 à 3 ans. Mais en fait, on a besoin vraiment d'un accueil extrascolaire. C'est vraiment très important pour que les gens continuent à travailler, surtout lorsqu'il y a une culture particulière. Dans certaines cultures, il appartient davantage aux femmes de s'occuper des enfants. S'il y a une très bonne structure d'accueil, même ces personnes vont davantage être enclines à travailler. Il faut aussi que ce soit finançable et que ce soit de qualité. Autre élément auquel je voudrais faire allusion, et Mark Lehmann s'en est déjà parlé également, le problème de la mobilité. Beaucoup de ces personnes habitent dans des zones un petit peu plus éloignées et lorsqu'elles souhaitent travailler, eh bien, il faut qu'elles puissent arriver sur leur lieu de travail. Par exemple, les hôpitaux, ce n'est pas toujours au centre de la ville ou près d'une gare et ces personnes doivent pouvoir se déplacer du point A au point B. Même chose pour les demandeurs d'asile. Un centre d'asile, c'est généralement pas au centre de la ville. Ces personnes
doivent avoir la possibilité d'arriver sur leur lieu de travail et on constate que cela représente également un obstacle outre la langue, la formation. Donc ce sont deux choses que je souhaitais encore souligner. Accompagner ces femmes sur le marché du travail, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'il faut faire? Michael a déjà donné pas mal d'exemples de ce que nous pouvons faire et je pense que ça, c'est le défi le plus complexe de tous parce que pour tous les demandeurs d'emploi que l'on a, qui sont au chômage ou qui sont en maladie de longue durée ou quoi que ce soit, eh bien, on sait où ces personnes se trouvent, on peut leur proposer des formations. Ces personnes ont certains devoirs puisqu'elles doivent rechercher un emploi. Mais ici, il s'agit d'un groupe de personnes qui ne se présentent pas sur le marché du travail. Et selon le même économiste du travail dont Marc a parlé, il s'agit de 60% des femmes qui viennent d'en dehors de l'UE27. Donc ces personnes ne se présentent pas sur le marché du travail. Ce n'est pas bon pour notre marché du travail, mais ce n'est pas bon non plus pour ces personnes elles-mêmes. Donc il faut aller les chercher. On parle de outreach en néerlandais ou en anglais plutôt. Donc il faut essayer de les convaincre de participer au marché du travail. Michael a déjà cité des choses très importantes, l'accueil des enfants, mais moi je vais même plus loin. Je pense qu'il faudrait veiller à ce que, et je vais formuler les choses différemment, lorsque vous allez travailler, vos enfants vous coûtent davantage que lorsque vous ne travaillez pas. Et lorsque vous gagnez un faible salaire, il faut que ça vaille la peine. Donc, essayons d'agir là-dessus. Par exemple, en prévoyant suffisamment de structures de garde d'enfants raisonnables au niveau financier. Il y a aussi la mobilité, c'est important, je ne vais pas le répéter. Et je l'ai déjà dit, il y a un élément très important, c'est la langue. Lorsqu'on regarde nos employeurs, on voit que 2/3 des employeurs nous disent, en Flandre, qu'une personne qui ne parle pas le néerlandais ne sera pas recrutée. Je pense que c'est une approche incorrecte. Je suis d'accord avec ce que Bernard Clairfeuille a dit. Il a dit que la meilleure manière d'apprendre une langue, c'était sur le terrain, mais nous constate que cela représente un énorme obstacle. Et donc, il faut vraiment insister sur cette langue. C'est très important. Et le pire, c'est que beaucoup de ces personnes qui ont encore un statut, une nationalité qui vient en dehors de l'UE, eh bien, elles ne sont pas nécessairement nées en dehors de l'UE. Donc, si je peux lancer un appel, tant à l'adresse de l'enseignement flamand, mais aussi à l'adresse de l'enseignement français, il faut que la deuxième langue du pays soit obligatoire durant toute la formation. Cet apprentissage est vraiment très important parce que, par exemple, à Bruxelles, les gens pourrait apprendre le néerlandais beaucoup plus facilement, mais aussi, de manière générale, ce serait très intéressant. En effet, pour qui travailler, tout simplement, n'est pas une évidence. Ce matin, avec le Centre de l'égalité femmes et hommes, on a évoqué la possibilité d'aller dans les familles, discuter avec ces personnes pour convaincre parfois un mari qui n'est pas convaincu. Il faut aller jusque-là. Allez, je veux dire, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas rendre le travail obligatoire, mais à l'inverse, il est clair que pour un certain nombre, j'imagine, des femmes dont nous parlons ici, le fait de pouvoir à un moment donné aller travailler sera aussi un des outils d'inclusion important. Donc ça me paraît nécessaire de, en tout cas à tout le moins, faire les démarches de façon à pouvoir au moins vérifier que les personnes sont intéressées par un emploi. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, au-delà de ce qui a été dit jusqu'ici, il y a des investissements. Tout cela va avoir un coût, ou plutôt un investissement. J'entends qu'en effet, aller travailler lorsqu'on a un enfant, il y a un risque de perte de revenus, ou en tout cas un risque de ne pas avoir un meilleur revenu alors qu'on va travailler. Alors ça signifie qu'il faut qu'il y ait des investissements publics de façon à ce que, notamment tout ce qui est garderie d'enfants, que ce soit crèche et autres, que ce soit les garderies extrascolaires, soient des investissements publics et soient accessibles à moindre prix, voire dans certains cas gratuitement en fonction du niveau de revenu ou que sais-je. Donc là, il y a réellement une politique à mettre en place et accepter que ça représente
je préfère le terme investissement que le terme coût, de façon à pouvoir travailler de cette façon-là. Par ailleurs, il y a un élément dont il faut bien tenir compte, la difficulté aussi au niveau des garderies d'enfants, c'est en partie quand on retrouve du travail, mais c'est aussi, et pour ce public-là c'est important, lorsqu'on a une offre de formation. Parce que bien souvent la formation sera un passage obligé avant l'emploi, ou en tout cas un passage peut-être nécessaire avant l'emploi, et là souvent l'offre de formation arrive et il faut y répondre assez rapidement. Et trouver une solution de garde pour les enfants pour une formation est encore bien plus compliqué que quand il s'agit d'un emploi, surtout si c'est un emploi qui s'avère être un emploi stable. Et dernier élément, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, parce aller chercher les gens par la main, ça c'est une chose, mais ce serait peut-être alors de voir de quelle façon il y a réellement un cadastre qui peut être fait aussi des compétences que ces personnes ont. Parce que j'imagine qu'il y a parfois, oui, parfois non, mais qu'il y a certainement un certain nombre de compétences qui sont présentes, qu'on ignore complètement et qui pourraient être aussi des solutions tout simplement économique ou à l'organisation du marché du travail. Et plus largement, il y a un élément que je voudrais mettre en avant, qui peut paraître un peu périphérique, mais sans faire le vieux dinosaure, moi je me souviens que jusqu'en, si j'ai bonne mémoire, dans les années 90, lorsqu'il y avait un emploi à temps partiel, le complément qui était encore versé au niveau de l'allocation de chômage était un complément qui permettait non pas, comment est-ce que je vais dire, de se retrouver dans une situation où on n'a pas envie d'aller vers un emploi à temps plein, pas du tout, mais le complément était quand même un complément qui était calculé de façon un peu plus rationnelle qu'aujourd'hui. Et il faut quand même reconnaître qu'il est souvent assez fréquent que le travail à temps partiel soit malheureusement un premier passage vers un emploi à temps plein. Il faut appliquer les CCT 35, etc., mais ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le travail à temps partiel, avec cette nouvelle méthode, enfin nouvelle, c'est dans les années 90, cette nouvelle méthode de calcul du complément chômage est absolument inintéressant. Là, systématiquement, vous perdez de l'argent lorsque vous avez un emploi, à temps partiel. Et là, c'est quand même un piège. Et je répète, je ne suis pas pour promouvoir le travail à temps partiel, mais à partir du moment où on sait que c'est de temps en temps un passage vers le temps plein, il y a un véritable piège qui existe aujourd'hui. Et on a mis en place ce calcul du complément chômage pour économiser quelques millions sur le budget ONEM. Objectivement, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Alors pour quitter la question des femmes spécifiquement, terminons peut-être par la question de la discrimination. Il existe des outils de lutte contre la discrimination en entreprise. On a entendu tout à l'heure M. Botterman qui était peut-être un peu sceptique vis-à-vis des mystery calls. Donc il existe des outils. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il en faudrait d'autres? Est-ce qu'il faudrait renforcer leur mise en œuvre? On a entendu ce matin aussi que les actions positives étaient insuffisamment utilisées, mises en valeur, qu'elles étaient même voire inconnues. Donc est-ce qu'il faut aller plus loin? Quel bilan vous tireriez de cette existence d'outils pour lutter contre la discrimination? Dus als ik mag. Ja. Ja, ik vind... ik heb in voorbereiding van dit debat... Dans la préparation de ce débat, j'ai regardé le monitoring socio-économique et là, j'ai retiré certaines choses qui, pour moi, ne sont pas assez mises en lumière. Si on veut vraiment faire quelque chose dans la lutte contre la discrimination, alors dans les recommandations, on a déjà repris différentes sanctions. La discrimination, ce n'est pas acceptable, nous sommes tous d'accord là-dessus. En Belgique, nous avons 2 organisations qui peuvent... auxquels nous pouvons porter plainte. Il y a UNIA, il y a l'Institut. L'Institut, c'est surtout pour l'égalité du genre. Mais donc, voilà, c'est très important. Que dit le rapport maintenant? Les rôles des partenaires sociaux sont essentiels. Et alors, quelque chose que je n'ai pas encore entendu dans les débats, peut-être ce matin, mais cet après-midi pas, quand on parle de la discrimination, c'est cette vue péjorative. Mais alors, regardons
la discrimination et l'inclusion, car on n'a pas encore parlé de l'inclusion. Qu'est-ce qui est important? Il n'est pas assez qu'on essaye de lutter contre la discrimination, de travailler avec des quotas. Ça ne va rien changer si les gens se trouvent sur le marché du travail, car là, il faut une politique d'inclusion. Les gens doivent se sentir à l'aise, doivent se sentir comme s'ils font partie d'une organisation, ils doivent sentir qu'ils sont respectés, qu'ils peuvent être eux-mêmes. Voilà le volet inclusion. Et pour ce volet, je vois beaucoup plus d'initiatives prises, de bonnes pratiques qui doivent être beaucoup mieux déployées. C'est un rôle essentiel à jouer pour chaque secteur. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Un exemple, c'est le finance. C'est en fait une initiative des banques et des finances pour l'égalité du genre, originellement, mais qu'on a élargi. On a développé tout un système, on a créé une charte et 90% des employeurs ont signé cette charte. Ce n'est pas quelque chose de libre, hein. On signe, c'est une belle photo et plus rien par après. Non. Là, les employeurs s'engagent véritablement à mettre un objectif. Donc, ça peut être des quotas. Hein. Donc, ils peuvent définir eux-mêmes l'objectif. Par exemple, dans 2 ans, dans 3 ans, on veut avoir atteint tel ou tel objectif. Et ils vont être contrôlés véritablement. Ils doivent le réaliser véritablement. Donc, c'est quelque chose qui est bien audité. Et qu'est-ce que font Women in Finance? C'est mener des enquêtes auprès de 1500 travailleurs dans le secteur. Donc, je pense que c'est très représentatif. Et de ça, ils peuvent déduire certaines choses et comme cela, ils peuvent contrôler ce qui doit être amélioré dans les secteurs pour tous les employeurs. Et voilà un très bel exemple. Mais il y a également d'autres secteurs, hein, par exemple Agoria, qui mise beaucoup sur les femmes issues de l'immigration. Ils ont besoin de beaucoup plus de profils et ils organisent beaucoup d'événements afin d'atteindre ces femmes parce que, évidemment, il y a énormément de femmes intelligentes dans ce groupe qui peuvent être formées et qui peuvent être dirigées vers un emploi. Et alors, il y a aussi le niveau local. Ça, j'ai également lu dans le monitoring. Quand les communes, en bonne collaboration avec les services d'emploi, essayent de trouver des solutions, alors on voit que le taux d'emploi des personnes issues de l'immigration est plus élevé dans ces communes-là. Et si l'Institut dit qu'il faut parler avec les gens, qu'il faut essayer de comprendre leurs problèmes, qu'on ne peut pas se fixer sur notre cadre à nous, il faut comprendre les gens et savoir pourquoi il est difficile pour eux de se rendre sur le marché du travail. Ce n'est que comme ça qu'on peut aboutir à de bons résultats, mais pas en ajoutant des sanctions, parce que moi, je ne crois pas à cela. Il faut aller vers le switch culturel, il faut appréhender les choses différemment. Il y a trop de sanctions? Je peux rapidement, donc les deux sont complémentaires. Dans le sens, il faut avoir un cadre avec un certain nombre d'éléments de sanctions et d'éléments, comme Monica l'a souligné, sur la discrimination. C'est quelque chose qui est not done, qui ne peut pas arriver dans les entreprises, mais il faut avoir un cadre juridique qui permet, au cas où ça arrive, de pouvoir retomber dessus. Donc ça, c'est vraiment fondamental comme élément de base. Et ce cadre juridique, il existe? Il est insuffisamment utilisé? Ce cadre juridique existe. La question, c'est, on peut encore analyser, voir comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer sur un certain nombre de points, mais heureusement, il existe déjà, il découle de dispositions européennes aussi. Mais je voulais surtout faire le lien entre les deux. C'est important d'avoir ce cadre pour lutter contre la discrimination, ce cadre juridique, mais le volontarisme que l'on retrouve au niveau sectoriel, mais que l'on pourrait retrouver de manière peut-être plus systématique au niveau des entreprises, en ayant par exemple, à partir du moment où il existe un comité un comité de prévention et de protection au travail, il pourrait y avoir de manière systématique un plan de diversité dans lequel on fixe des objectifs, dans lequel on discute ensemble dans l'entreprise comment est-ce que, entre partenaires sociaux, comment est-ce qu'on peut dire, tiens, notre objectif, c'est pas uniquement d'avoir
une diversité uniquement à l'embauche, ça peut être aussi une diversité dans la structure de l'entreprise, parce qu'il y a aussi la question de la progression, la question des carrières de tout le monde, donc d'avoir justement ces éléments-là. Et donc la diversité, à côté des questions de discrimination et de l'importance de la réglementation, la diversité, la promotion de la diversité et la systématisation volontariste est aussi un élément important. On va devoir conclure, mais allons-y. Oui. Oui, c'est la première fois que j'ai la parole lors de cette partie. Non, je ne dis pas que vous ne pouvez pas parler, je dis juste qu'on est presque à la fin de notre débat. Pour revenir sur le respect et le contrôle, pour tous ceux qui ne le savent pas, demain, c'est la journée internationale pour le personnel domestique. Et le personnel domestique, nom de Dieu, c'est quand même un secteur qui contient notre cible et qui contient les femmes dont on parle aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a un peu légalisé avec les titres-services, avec un cadre, et j'espère que dans le secteur des titres-services, on peut enfin avoir une CCT pour 2021-2022. Hein. Je l'espère bien, mais bon, il est quand même important de savoir que on sait qu'il y a pas mal d'abus, pas nécessairement auprès des employeurs titres-services, mais quand même pour le personnel domestique. Mais là, il faut un contrôle. Je sais que les employeurs n'aiment pas entendre ceci, mais il doit être possible quand même qu'un service d'inspection, car on a parlé du fait qu'il faut un contrôle, qu'eux aussi reçoivent l'autorité de pouvoir se rendre dans la maison, disons, de l'employeur du personnel domestique. Et je sais que ceux qui font tout de manière correcte, hein, si moi, je ne roule pas plus de 120 km/h, alors les radars ne doivent pas me faire peur. Deuxième point, on l'a entendu déjà ce matin, si on parle de violence sur le lieu de travail, le mouvement MeToo, même avant le mouvement MeToo, on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que lors des conférences internationales, on fasse un travail de préparation pour avoir une convention là-dessus. Nous, en tant que collègues, il faut qu'on dise aux ministres sur base de nos discussions d'hier et d'aujourd'hui qu'il est quand même grand temps que cette convention soit ratifiée. Donc oui, hein, je suis tout à fait d'accord avec certains éléments transversaux, hein, mobilité, accueil d'enfants, etc. Et le contrôle doit être effectué de manière humaine et de manière préventive, mais nom de Dieu, il faut quand même savoir l'un de l'autre, les chiffres le démontrent, qu'il y a encore trop de personnes qui sont confrontées par des choses que moi ni toi ne voulons voir. Et pour cela, il faut une bonne réglementation. Concernant la réglementation, évidemment, il est très important de lutter contre la discrimination. Si on regarde les actions positives dont vous venez de parler, il faut remplir tant de conditions que personne ne va plus conclure les CCT concernant les actions positives parce qu'on a rendu les choses tellement compliquées que personne n'est plus motivé. Les entreprises peuvent entreprendre les actions positives, mais pas ceux prévus par la législation parce que c'est tellement complexe et pas adapté à la réalité sur le terrain. À côté de cela, on a eu beaucoup de travail concernant des propositions envoyées à la Chambre de la commission d'évaluation relative à la politique contre la discrimination. Et nous, en tant qu'employeurs, il faut constater que la plupart des initiatives prises mènent à une surcharge administrative qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée pour une politique de diversité. Il s'agit plutôt de remplir des documents, répondre à certains courriers. Et s'il faut répondre à chaque réaction à une offre de travail de manière motivée, alors nous remarquons que c'est un peu superflu. Et comme Monica l'a déjà dit, nous sommes plus pour une approche positive. Les secteurs ont un rôle important à jouer, surtout les secteurs qui ont des moyens individuels. On a parlé avec nos affiliés, on a remis le point à l'ordre du jour et les entreprises ont indiqué qu'il y a un besoin de moyens financiers. Avant, il y avait plus de moyens afin de pouvoir agir sur le long terme. Maintenant, il s'agit des moyens pour 1 an, pour 2 ans. Mais en 1 an, en 2 ans, on ne peut pas mener une politique de discrimination pour les entreprises.
par exemple, les mutuelles avaient les coordinateurs de discrimination, ben, c'était bien, mais il faut que ça soit possible sur le long terme. D'accord, aujourd'hui, on a mené un débat d'1h30, c'est beaucoup, mais ce n'est certainement pas assez vu la complexité du débat. Mais on va devoir en rester là. Merci beaucoup à tout le monde.